première partie de carrière plutôt de simulation et d'ingénierie sur des grands ouvrages, et une deuxième partie de carrière plus sur la rénovation. Donc là, je vais vous présenter un exemple que je suis encore en train de suivre. Donc c'est très frais, on a des opérations assez délicates voilà, dès demain. Et donc voilà, je suis encore un peu dans le jus, donc je n'aurai pas forcément le recul que j'aurais voulu avoir pour vous présenter ce sujet-là, et j'espère voilà, qu'on aura un peu l'occasion d'en discuter. Donc cet ouvrage-là était vraiment un ouvrage emblématique de la ville de Rouen, même de France, parce que ça a été assez longtemps l'ouvrage le plus grand en acier soudé. Et donc des brevets, des technologies ont été développées dans les années 50 pour pouvoir réaliser cet ouvrage-là. Donc le but, c'est déjà de vous faire un contexte historique parce que pour comprendre en fait les spécificités de cet ouvrage, la place qu'il a dans Rouen et donc l'importance, selon moi, mais j'espère que vous partagez cet avis-là, de pouvoir perdurer, pouvoir lui rendre sa pérennité. Excusez-moi. Ensuite, je vais présenter mon intervention en tant que maître d'œuvre, à la fois les phases d'études et bien entendu les phases travaux avec pas mal d'aléas, pas mal de sujets que nous n'avons pas pu voir et que je souhaitais partager avec vous avec toute l'humilité que l'on peut avoir en étant ingénieur. Donc en introduction, pour vous situer, Rouen, vous voyez, c'est situé dans le parc des boucles de la Seine normande, entre Paris et Le Havre. Et c'est une ville assez historique, très industrielle. Et dans Rouen, ici vous avez à gauche un zoom de la ville de Rouen, et vous avez la localisation du pont Pierre-Corneille, qui permet l'accès à l'île Lacroix. Donc la Seine à cet endroit-là se divise en deux bras, et le pont Pierre-Corneille permet de franchir ces deux bras, et il a une structure, vous voyez, symétrique, qui lui a valu le nom de pont circonflexe. Initialement, c'était un pont Pierre-Corneille. Alors pourquoi Pierre-Corneille? Pour différentes raisons. D'une part, c'était un pont en pierre. Il avait les dimensions assez classiques des ponts en pierre, c'est-à-dire assez peu larges, 9 mètres de large, des trottoirs assez étroits. Mais il avait déjà cette configuration symétrique par rapport à l'axe de l'île Lacroix. Et pourquoi Pierre-Corneille? Parce que à peu près à la même époque de la construction du pont, pour rendre hommage au dramaturge Pierre Corneille, on a installé une place au niveau de l'accent circonflexe. Rouen a été extrêmement touché lors de la Seconde Guerre mondiale, d'une part par les Français pour essayer de, comme dans beaucoup de ponts, ralentir l'avancement des troupes allemandes. Et il a été aussi bombardé, une fois que les Allemands ont pris possession de la ville, par les troupes alliées. Et donc toute la zone, donc ça c'est la première étape, la destruction par les Français du pont de Pierre. Et voilà, je vais peut-être les montrer après. Ou sinon, je vous invite, je l'ai ramené parce que je ne voulais pas toutes les mettre, mais un livre spécifique sur la reconstruction de Rouen, où on voit à quel point toute la zone ici là, était un chantier. Et j'en parle un peu spécifiquement parce que ça peut être, selon moi, une des raisons de désordre qu'on a pu constater. Toujours est-il qu'à la fin de la Seconde Guerre mondiale, à partir des années 48-47, naît le projet d'un nouveau pont. Hop. Donc je précise juste ça pour dire que, encore une fois, Rouen est vraiment très important à l'échelle nationale, parce que c'est l'axe Paris-Le Havre, et donc c'est un projet vraiment porté par l'État et par le port de Rouen, qui s'occupe de reconstruire toute la ville et surtout de vraiment structurer l'axe Paris, Le Havre et l'extérieur. Donc
par rapport au pont de pierre qui avait 3 arches, l'objectif est de dégager un gabarit de 7 mètres de haut au-dessus des plus hautes eaux navigables et de ne pas mettre d'appui. Donc on a une travée totale de 100 mètres. Donc ça, c'est les objectifs. On a également en extrémité des gabarits ferroviaires avec des tranchées. Voilà. Hop. Et, excusez-moi. Et donc là, vous voyez la symétrie de l'ouvrage qui est conservée. Et un peu plus en détail, vous voyez ici, je prends un seul des 2 ouvrages, donc le bras du Préau-Loup entre la rive droite et l'île La Croix. La rive droite, c'est la rive nord sur le plan. Si je prends ce détail, c'est pour vous expliquer en fait, le principe structurel qui a été choisi par l'ingénieur des ponts et chaussées de l'époque. C'était un pont cantilever. Voilà, il a décidé, je n'ai pas forcément lu les écrits, mais j'imagine par sa facilité de construction et par sa simplicité structurelle. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas forcément un pont cantilever, dans notre cas, il a une travée centrale de 34 mètres, donc travée isostatique, qui est portée par 2 consoles de 32 mètres 70. La partie derrière, excusez-moi, hop. Donc les 2 consoles sont portées par des piles, ici, là, dont on voit les pieux béton, et par des culées contrepoids qui permettent de reprendre l'effort de basculement des consoles. On peut noter déjà que les longueurs entre le contrepoids et la pile sont différentes entre l'île La Croix et la culée, ce qui indique forcément des efforts de traction différents. Donc la travée centrale reprend principalement de manière isostatique les efforts qui sont ensuite balancés sur le cantilever, et le cantilever reprend les efforts sur la pile et en traction sur la culée contrepoids. Donc après, il y a également des efforts horizontaux, mais dans cette configuration isostatique, les efforts horizontaux sont relativement faibles. Les piles sont censées bloquer donc les déplacements verticaux et les déplacements horizontaux et permettre uniquement les rotations. Un petit détail sur le projet, on voit donc la culée contrepoids, un exemple de culée contrepoids du projet ici, et un exemple de pile. Donc la culée contrepoids exerce un effort de soulèvement. Cet effort de soulèvement est ancré par le poids de la culée à travers des barres d'ancrage et généralement des profilés SNCF. De la même manière, enfin pas de la même manière, mais la pile a un schéma fonctionnel qui était conçu comme cela dès le projet, qui était censé être un élément, plusieurs éléments préfabriqués qui étaient assemblés entre eux par de la précontrainte. Donc j'en parle parce que ça fait partie des sujets un peu délicats qu'on a pu regarder ou qui nous ont créé quelques petites frayeurs. Donc vous avez l'élément bleu qui est connecté, là on ne le voit pas forcément très bien, mais qui est connecté avec la culée contrepoids. Cet élément-là est solidaire. Un élément préfabriqué qui vient se poser et qui est relié ici par du béton coulé en place. L'exécution a été un peu modifiée. Donc on revoit toujours ces ancrages qui viennent mobiliser l'entièreté du poids de la culée. Et on voit ici apparaître sur les piles des câbles de précontrainte. Ici, là, qui viennent solidariser les éléments préfabriqués et les éléments coulés en place. Donc avec cette volonté de... désolé pour la qualité, je voulais dire, pardon, cette volonté de construire un peu en chaîne et relativement rapidement. Donc ça, c'est juste... mais la qualité n'est pas suffisante, mais c'était pour vous montrer comment est-ce que l'ouvrage a été construit avec l'ensemble ici, là, ce que vous voyez, c'est les tiges d'ancrage qui s'épanouissent pour mobiliser l'ensemble de la culée contrepoids. Et ce que vous voyez, vous pouvez un tout petit peu distinguer ici, ce sont les éléments de la pile et les éléments qui solidarisent horizontalement la pile et la culée. En ce qui concerne la section transversale, le pont
de pierre faisait 9 mètres pour la chaussée et 2 fois 2 mètres 10 pour le trottoir. Là, on a doublé l'échelle. C'est un pont donc, qui est en poutre métallique de hauteur variable et avec un ourdi qui est préfabriqué sous chaussée, avec donc des dalles qui viennent se poser sur les semelles supérieures de l'élément métallique, et un ourdi qui est coulé en place sur trottoir et qui est nervuré avec des nervures un peu plus rigides tous les mètres 50. Là aussi, c'est important je me permets d'introduire cette notion-là de couler en place ou de préfabriquer parce qu'on a constaté des désordres qui sont, selon moi, en partie dus à cette chose-là. Les autres éléments importants, on va dire, de la conception de l'ouvrage, ce sont 2 galeries techniques qui viennent vraiment faire un réseau de secours entre la rive gauche et la rive droite. Donc avec réseau de gaz, réseau d'eau dans la partie aval et réseau haute tension et télécom. Bon, aujourd'hui, on n'a plus des fourreaux comme ça, mais pour l'histoire, c'était des fourreaux en éternite, donc matériaux amiantés qu'on a dû désamianter. Enfin, tout ça a été évacué. Autre élément aussi pour comprendre le projet, ça se faisait beaucoup à l'époque, des caniveaux techniques sur trottoir, et j'en parle parce que voilà, ça fait partie des éléments de détail qu'on essaie de plus reproduire aujourd'hui sur les projets. En ce qui concerne le dessin d'exé, donc ici on voit un demi-tablier avec la poutre de rive, la galerie technique qui est espacée de 4,20 m à l'axe de la poutre numéro 2, et ensuite l'entraxe entre poutres est de 3 mètres. On voit un dispositif de contreventement avec un contreventement un peu plus rigide sur les poutres sous chaussée et un contreventement un peu plus souple autour de la galerie technique. L'autre élément de détail, un peu d'attention de cet ouvrage, ce sont les appuis de la travée centrale. Donc il y a d'une part les appuis de la culée contrepoids, donc les bielles ou les tirants qui permettent de reprendre. Et l'autre élément de détail, c'est les appuis de la travée centrale. Donc ici, j'ai représenté la travée centrale qui vient s'appuyer donc sur le cantilever. Et là, j'ai représenté l'appui fixe, donc qui permet a priori de reprendre uniquement, qui libère uniquement les rotations. Et vous avez donc cette tôle qui permet d'ancrer donc la console courte sur la structure. Vous avez le même dispositif côté appui mobile. La seule différence, c'est que l'appui mobile est composé d'un balancier avec des embâs supérieurs et inférieurs. Mais sinon, c'est le même type de renforcement. Au droit de la ligne d'appui, vous avez donc un raccourcissement. Là, on voit les hauteurs de console et donc les appuis fixes de la poutre de rive pour ne pas sortir du pont de manière esthétique. En fait, ils sont réentrés et vous avez un raidissage particulier de la console. Pour les poutres sous chaussée, les appuis sont au droit des âmes, qui sont elles-mêmes raidis, mais la transmission est un peu plus directe en termes d'effort. Il y a une petite différence entre la gestion des poutres de rive et la gestion des poutres centrales. Et la galerie technique. Hop, qui est celle que j'ai utilisée ensuite pour faire l'inspection. Alors, pourquoi il ne veut pas avancer? Donc ça, c'était au niveau de l'appui de la travée centrale. Et l'autre point délicat, ce que j'évoquais, c'est ce qui permet de reprendre l'effort de traction de soulèvement, ce qui permet de connecter l'ouvrage à la culée contrepoids. Et donc pour ça, vous revoyez ici, bon, le ourdi n'est pas représenté, mais vous revoyez ici votre poutre métallique. Vous avez un épaississement au droit de la connexion avec les bielles. Vous avez la bielle donc, qui fonctionne principalement à la traction. Et un énorme sabot sur lequel viennent s'ancrer les tiges qui viennent mobiliser l'ensemble de la culée. Donc voilà, ça c'était vraiment pour que vous ayez en tête, dans un ouvrage isostatique, si un de ces éléments tombe, tout l'ouvrage tombe. Donc c'est la difficulté en fait des ouvrages isostatiques et historiquement, on voit que les autres ouvrages qui ont été construits après le pont Corneille n'ont pas repris ce même schéma statique. Le pont Boileau qui est juste à côté, il est continu aussi, les appuis
les piles permettent certains déplacements. Une des piles permet un déplacement longitudinal. Et pareil, le pont Jeanne d'Arc a le même schéma statique que le pont Boieldieu. Quelques petits détails de la construction et des essais pour s'assurer que le pont se comportait, on va dire, comme la théorie, qu'il avait été bien fabriqué. Il a été testé avec les efforts de dimensionnement. À partir de ce système que je trouve assez astucieux, en fait, on a fabriqué 2 consoles et on les a reliées entre elles avec un vérin et on applique à la fin les efforts. Ça permet de dimensionner à la fois l'effort de traction au niveau de la culée contrepoids, ça permet de dimensionner aussi l'ensemble des éléments. Donc cette petite machine qui permettait de passer les poutres à l'horizontale et cette petite dispositif qui permettait d'appliquer les charges réglementaires de l'époque. J'en viens maintenant au phasage de construction. Donc chaque console était amenée directement. Elle était donc posée sur sa pile, ancrée avec ses bielles à la culée contrepoids. Une fois qu'un ensemble de consoles ou d'éléments étaient connectés entre elles, les entretoises étaient réalisées sur site. Ça aussi, c'est assez important parce qu'il y a quelques éléments dont on va discuter après. Une fois que les 2 consoles étaient réalisées, on venait poser la travée centrale avec son appui, là, c'est ce qu'on distingue un peu ici. Et voilà, et une fois qu'on avait fait ça, on pouvait réaliser les entretoises au niveau des appuis, les entretoises au niveau de la travée centrale. Donc l'inauguration, ça permet de voir un peu le type de chargement qui a été fait. Juillet 52, donc c'est pour ça on dit 75 ans, c'est à peu près l'âge. Et donc là, c'est juste pour vous montrer que le pont Corneille était le premier pont. Celui-ci, c'était un pont provisoire, celui-là aussi. Et maintenant, on a le pont Boieldieu et un peu plus loin, le pont Jeanne d'Arc. Donc, quelques petits détails d'évolution jusqu'à aujourd'hui. Côté nord, donc par ici, il y a une trémie routière qui a été réalisée. Donc, on est venu réaliser une tranchée. Et donc, on est venu couper derrière la culée nord, donc culée rive droite, le bout de culée, et on est venu enlever l'ensemble du remblai qui avait été mis. Hop. Ensuite, toujours côté nord, des passerelles additionnelles ont été ajoutées et un escalier. Donc, je présente, à partir de là, on a pris la main, donc on a remporté le marché de rénovation de l'ouvrage qui comportait une première phase de diag. Le marché nous avait déjà fourni ce type d'éléments. Donc ce type d'éléments, c'est en fait une mesure réalisée par un bureau de diagnostic des épaisseurs résiduelles de l'ouvrage qu'il fallait comparer avec les épaisseurs des plans d'exécution. Donc ils ont représenté ça de cette manière-là, mais il faut imaginer qu'on avait donc une information pour l'épaisseur de la semelle inférieure, l'épaisseur des âmes et l'épaisseur des semelles supérieures. Donc pour l'ensemble des consoles, donc des éléments cantilever. Et par contre, on n'avait pas l'information sur la travée centrale, puisque la travée centrale n'était pas accessible. Et donc, la perte d'épaisseur telle qu'elle était indiquée était entre 1 mm et on va dire 6-7 mm. La problématique, c'est que ce type d'information ne nous donnait aucune indication sur des pertes très localisées. C'était, on va dire, une généralité. Ça nous permettait de voir un peu où étaient en effet les désordres. Et donc, on pouvait voir en effet que les désordres étaient plutôt à l'amont sur certaines poutres de rive. En termes d'inspection, donc une fois qu'on a pris connaissance du dossier, on a pu visiter l'ouvrage, faire notre propre inspection, et donc on a circulé à travers les galeries techniques, c'est pour ça que je les représente ici, il y a un platelage. Par contre, on n'a pas pu circuler ailleurs. Dans les galeries techniques, on a pu voir, ici, ça se voit peut-être pas sur la photo, mais on est au niveau de l'appui de la travée centrale. Là où normalement on avait un jeu et on pouvait permettre les rotations, etc. Ici, on le distingue un tout petit peu mieux. Ici, on voit le rouleau et on voit que l'ouvrage en partie métallique est en contact.
Ici aussi, on voit que c'est en contact et on voit en bas que c'est un peu dégradé. Voilà une autre zone où on voit que la tôle d'appui, enfin la tôle qui supporte l'appui, est rentrée dans le diaphragme de la console. Ici, à gauche, c'est la traille centrale et à droite, c'est la console. Et on voit aussi que sur ces poutres de rive, de part et d'autre de la galerie technique, on a un état de corrosion qui n'a rien à voir avec ce qui nous a été donné dans le rapport, puisque c'est des corrosions beaucoup plus détaillées. On voit que les boulons sont extrêmement dégradés. La difficulté, c'est que pour voir exactement l'état résiduel, il faut décaper, sabler. Un autre élément qu'on a pu voir, donc premier élément, on a vu la zone en contact. Deuxième élément, ici, c'est un rail technique qui permettait d'approvisionner certains éléments techniques. Ce qu'on voit ici à gauche, c'est les canalisations d'eau. Et donc, dans un ouvrage qui, normalement, devrait permettre certaines dilatations, normalement, le rail devait permettre aussi, enfin, a été conçu pour permettre ces dilatations-là. Le fait qu'il flambe comme ça donc, nous alerte sur une possible emprisonnement de compression. Dernier élément, toujours au droit de la traille centrale, donc des joints de la traille centrale, particulièrement où il y a l'appui mobile, on voit apparaître ici, peut-être je le représente un peu mieux, on voit apparaître ici des fissures. Il faut imaginer que le joint, donc la délimitation entre la traille centrale et la console se trouve ici. Là, il faut imaginer que ça se trouve ici, donc on voit apparaître de manière assez systématique des fractures. Des fractures, donc principalement horizontales, voire un peu biaises. Donc ça, c'est le premier point qui voilà, nous alerte. L'autre point qui nous alerte, c'est sur les piles. Là, je suis sur le sommet des piles. Ici, c'est les appareils d'appui des piles. Je vois des fissures horizontales. Et on a du mal à savoir exactement d'où elles viennent, si elles sont graves, etc. Le seul élément qui nous alerte, c'est qu'on se dit si les fissures sont réelles, si elles s'ouvrent et que le béton là est désagrégé et qu'on vient dégrader la précontrainte, il y a a priori un risque, si jamais le scénario s'avère exact, que toute cette précontrainte se corrode et que la partie préfabriquée en fait tombe dans la Seine et donc que la pile n'est plus son appui. Voilà, cet appui n'est pas censé reprendre des efforts horizontaux très importants. On a quelque chose de similaire au niveau, ici je suis au niveau de la culée contrepoids. On a voilà, ces énormes fractures et ce qui nous alerte ici, c'est que ces énormes fractures, si elles s'avèrent si elles s'avèrent exactes, peuvent laisser pénétrer l'eau, sachant que l'écoulement de l'eau est mal géré, et on avait peur que la corrosion se développe en dessous des sabots, c'est-à-dire une corrosion qu'on ne voit pas. Et si on perd 2-3 de ces tiges d'ancrage, est-ce qu'on a toujours la capacité ? Et donc, si on est allé inspecter donc, les ancrages en question, et en effet, même question, même sans les fissurations ou les fracturations, on voit au-dessus les écrous. J'en ai amené certains pour que vous voyez un peu les dimensions des tiges d'ancrage. On voit que les écrous sont quasiment absents. Certains, il n'y a pas de contre-écrou. Voilà, on s'est posé la question, qu'est-ce qu'on devait faire ? Et après, bon, il y a quelques éléments juste, on va dire, de confort ou de pérennité. C'est la gestion des traversées du béton, du ourdi, principalement du ourdi de trottoir. Donc on a des candélabres. Voilà, vous voyez comment ça a été traité, un trou, et du coup, l'eau pénètre, ça dégrade le béton autour et ça dégrade aussi la charpente métallique. Donc ici, là, c'est une vue du dessous. Je suis dans la galerie technique et je vois la chaise qui permet de porter le candélabre, mais je vois aussi tous les aciers. Et là encore, c'est une chaise neuve. Le métal n'est pas encore dégradé. Il y a aussi des mâts festifs, et c'est la même chose, on dégrade le béton. Et il y a des traversées de câbles électriques, etc. Donc je ne sais pas comment c'est ici, mais en France, c'est vrai que certains maîtres d'ouvrage ne font pas attention, voilà, vont très vite dans la gestion, ne prennent pas en compte la pérennité en fait, de leur infrastructure pour des opérations qu'ils considèrent futiles. Bon, il y a la même chose avec les avaloirs, mais je vais aller très vite, sinon
vais pas aller à l'essentiel. Il faut imaginer que là, il y a eu un carottage et tout ça se déverse sur les câbles à haute tension et dégrade aussi la peinture la protection anti-corrosion et le métal. Donc on a commencé à réaliser la base pour nous, c'était de faire un contre-calcul global de l'ouvrage avec les charges de l'Eurocode, avec les charges de l'exploitation actuelle. Cet ouvrage, comme beaucoup d'ouvrages, est de moins en moins attribué aux véhicules, mais plutôt aux bus et modes doux. Donc on a fait les deux. Voilà, on a monté un modèle assez classique. Et en termes de configuration, vu ce qu'on avait pu voir en diagnostic, on s'était dit qu'on a notre configuration 1 qui est notre ouvrage de référence. On a notre configuration 2 de bis, etc., où je prends en compte la corrosion qui m'a été donnée. Et après, on a rajouté d'autres configurations par rapport à ce qu'on avait vu et ce qu'on pouvait intuiter, c'est-à-dire un blocage éventuel de l'ouvrage. Donc ici, au niveau de l'appui mobile, on s'est dit qu'est-ce qui se passe si on bloque? Et donc, du coup, l'ouvrage n'a plus du tout le schéma statique qu'il devait avoir. Et qu'est-ce que j'obtiens comme effort? Qu'est-ce que j'obtiens comme effort au niveau ici, au niveau du tablier, etc. Et après, on a fait une quatrième configuration, puisque la troisième configuration nous donnait des efforts quand même un peu trop importants. Donc, on a pris en compte la souplesse des fondations et on a quand même recalculé dans une configuration bloquée. Donc, je vais aller très vite pour présenter quelques diagrammes de moment. Donc, assez classique dans un ouvrage cantilever. La travée ISO, on la voit ici. La partie en console, on la voit ici. Donc voilà, ouvrage isostatique, pas d'effort normal ou quasi. Le moment s'annule au niveau des appuis de la travée centrale. Par contre, l'ouvrage bloqué, là, on voit apparaître une configuration qui est pas du tout celle prévue. Et surtout, on voit apparaître des efforts qui sont phénoménaux, que clairement l'ouvrage ne peut pas reprendre, mais parce que l'hypothèse était un peu absurde en fait. Parce que à ce niveau de charge, soit le béton casse, soit les fondations se déplacent. Donc c'est pour ça qu'on a pris en compte les souplesses des fondations et donc on obtient malgré tout des efforts longitudinaux au niveau de l'ouvrage, des efforts de compression ou de traction en fonction des cas de charge, qui doivent forcément passer ici. Là, ici, je suis au niveau des appuis. Donc, c'est-à-dire là où j'ai mes appuis fixes ou mes appuis mobiles, je dois a priori, dans cette configuration-là, faire passer un effort de compression. Donc, il y a la question, est-ce que cet effort de compression peut être pris ici par ma pile? Est-ce que ça peut conduire à un désordre? Est-ce que ça peut expliquer ça? Donc, on a fait des investigations additionnelles où on a détruit cette fissure-là pour aller voir. Et heureusement, on a aussi ouvert un peu au droit de la fissure. Heureusement, c'est juste une chape. Donc la fissure ne se propage pas. A priori, voilà, il n'y a pas de souci. C'est une chape qui pousse peut-être et n'est pas étanche. Et donc peut-être il y a de l'eau qui arrive quand ça gèle. Peut-être ça se soulève. Donc voilà, ça, on était relativement rassurés parce qu'on avait quand même imaginé de rajouter de la précontrainte après avoir carotté. L'autre élément, c'était ces fissures-là. Donc, on est au niveau des appuis. S'il y a contact au niveau du béton, l'effort normal qu'on a dans le modèle, même si ce n'est pas exactement celui-là, va possiblement venir cisailler en fait, l'interface ou le béton à cet endroit-là. Et donc, pour nous, c'était ce qui pouvait expliquer. Ici, c'est un schéma donc, de la travée centrale de la console, mon appui mobile, le contact au niveau du béton. En transversal, en fait, on a une longue grille dans laquelle le joint de dilatation s'ancre. Et voilà. Et pour nous, si c'était en contact à cet endroit-là, a priori par forte chaleur, la fissuration, on s'était convaincu que c'était cet effort-là qui expliquait cette fissuration. Et donc, s'il y a fissuration, du coup, l'effort il est un peu moins important. Mais voilà. Donc ça, c'était pour essayer de s'attaquer au blocage. Et après, il fallait essayer de quantifier un peu le risque vis-à-vis de la culée contrepoids. J'ai expliqué qu'on avait des craintes que les ancrages soient très corrodés, les boulons étaient très corrodés, on avait des craintes que l'eau aille en dessous et se corrode. Donc on a fait une modélisation pour essayer de voir en élastique, voire même en plasticité, si j'applique l'effort de soulèvement,
voilà, qu'est-ce que j'obtiens si je retire là 2 des ancrages sur les 24? Ici, je suis sur les rives. La travée, elle fait, enfin, la travée du contrepoids fait 29 mètres, donc j'ai que 24 ancrages. Et donc si j'ai que 24 ancrages, la variation d'effort est assez faible. Je passe à l'ELU de 110 à, j'augmente à 150 pour un acier considéré 235. Donc voilà, je considère que c'est pas trop grave sur les rives. Je fais le même calcul sur la culée Lacroix qui a une portée plus petite, donc qui a besoin de plus d'ancrage et qui est malheureusement plus corrodée. Donc on est allé voir où est-ce qu'on avait le plus de corrosion et on a retiré. Il n'y a pas de problème sur le sabot, il est suffisamment dimensionné, mais par contre, en termes d'augmentation, voilà, on dépasse la limite de 235 à l'ELU, donc il y a un petit risque quand même, si jamais ce scénario-là est avéré. On a décidé de faire des investigations complémentaires pour aller voir, est-ce que là où on avait des fissures, est-ce que il y avait, mais la fissure se propageait en dessous, donc là, ce qu'on distingue, c'est en fait l'épaisseur du sabot au droit d'une fissure. Et en fait, non, la fissure, c'est un peu pareil qu'avant, c'est un mortier. Donc, a priori, c'est relativement étanche. Il n'y a pas trop de risque que la corrosion se développe en dessous. Par contre, il y a de la corrosion au-dessus. Et on a voulu voir qualifier en fait le matériau. Donc, on a découpé des petits bouts. C'est ça que je vous montre ici. On a découpé des petits bouts et on a fait des essais de résistance, de micrographie et puis de fragilité. Donc, bon, c'est pas génial, mais c'est pas non plus extrêmement grave. On a essayé aussi de regarder la géométrie du fond de filet pour voir est-ce qu'il y avait un risque par rapport voilà, à toute la doctrine de Percy par rapport à la fragilité de ces éléments-là, et on a conclu qu'a priori c'était convenable pour un ouvrage ancien. Et après, on a essayé de quantifier cet élément-là de déplacement. A priori, si ça a bougé à un moment donné, ça rentre en contact plutôt dans les températures chaudes. Donc on a instrumenté différents endroits. Ce que vous voyez ici en rouge, en bleu, bleu, c'est en fait des extensomètres qui sont reliés à une boîte qui vient mesurer les variations d'ouverture, de fermeture en fonction des températures sur un an. À partir de là, on a tracé donc, la variation en fonction du temps et avec la température. Et donc on voit ici, typiquement sur celui-là, que pour certaines températures, en fait, l'extensomètre il a atteint sa course maximale. Et ensuite, on peut traduire cette information-là dans une courbe extension, enfin delta, et température. Et généralement, voilà, si cette courbe-là, on peut faire à peu près une régression linéaire, on se dit le comportement est relativement normal pour un ouvrage isostatique, mais pour certains, le comportement a plutôt cette allure-là. Et donc on voit que pour des températures faibles, voilà, vous ne voyez pas trop, mais on a 15 degrés. Pour des températures en dessous de 15 degrés, on a un comportement linéaire, arrivé à peu près à 15 degrés. On n'a plus de variation d'extension, et donc on considère qu'il y a blocage. Ça nous a servi ensuite pour le marché pour dire, voilà, si vous voulez libérer l'ouvrage, il faut plutôt le faire quand il fait moins de 15 degrés, au risque d'avoir un choc dynamique quand vous libérez les efforts. Donc, après toutes ces investigations complémentaires, on a quand même essayé de voir comment on ferait si on devait effectivement changer cet effort contrepoids, parce qu'il est quand même très important. Donc, on n'est pas allé au bout du sujet parce que, en fait, on avait un peu l'impression que c'était une impossibilité technique. Enfin, il aurait fallu quasiment fermer l'ouvrage, ou ça aurait été plus pertinent d'engager ce type de réparation. Donc on a quand même alerté le maître d'ouvrage sur le fait qu'il fallait, et les travaux qu'on a faits sont censés augmenter la pérennité de cette zone-là, voilà, éviter le développement de la corrosion. Mais l'idée, c'était de reporter l'effort sur des tirants qui s'ancraient de part et d'autre des tirants définitifs. Une fois qu'on avait fait ça avec des systèmes ad hoc, on retirait entièrement le sabot et ses tiges d'ancrage. On effectuait des carottages à travers l'ouvrage.
c'était pas non plus génial, mais bon. Et on remettait un nouveau sabot. Donc ça, c'était une première solution, s'il fallait refaire des nouveaux ancrages entièrement. L'autre solution qu'on a regardée, ça m'intéresse de savoir si parmi vous, il y en a qui ont déjà mis en œuvre cette chose-là. Donc il y a des manchons qui se mettent pour des aciers, sauf que là, les efforts étaient quand même très importants. Et on a essayé de regarder une technologie qui, a priori, permettait de reprendre les efforts dont on avait besoin. Donc le but, c'était d'y aller ancrage par ancrage, tige d'ancrage par tige d'ancrage, en se disant que si on changeait qu'une, si je ne mettais pas le chargement ELU, je pouvais comme ça y aller petit à petit. Il y aurait du report de charge, mais voilà, je réussissais pas à toutes les changer, mais au moins à changer celles qui étaient éventuellement très corrodées. Donc j'hydrodémole, je coupe les éléments qui sont... Je mets ces manchons-là et je recoule. Comme je vous l'avais dit, on avait réfléchi à l'idée de renforcer si jamais il y avait eu des dégradations. Et sur les zones d'appui, comment réaliser un système qui permettait de travailler sur les zones d'appui. Donc, le concepteur avait déjà envisagé de vériner l'appui, mais il n'avait pas forcément envisagé de vériner l'appui pour changer les appuis. Donc, le projet de réparation comprenait à la fois ces éléments-là sur le métal et aussi des éléments de déblaiement-remblaiement. Parce que une des hypothèses qu'on a défendues, c'est que l'hypothèse qui a été prise pour la poussée des terres, qui a permis de dimensionner ici là, les pieux inclinés, était une hypothèse de remblai structuré. Et sauf que très probablement le remblai n'était pas structuré, c'était du matériau de guerre. Et donc pour nous, la résistance du terrain derrière était bien inférieure à celle de la note d'hypothèse. Et pourquoi on sent cette hypothèse plutôt valable, c'est que côté nord, où en 76 il y a eu la tranchée de fait, en fait les désordres sont un peu moins importants, les déplacements sont un peu plus faibles. Donc l'objectif, c'est de libérer pour redonner en fait du souffle à l'ouvrage. Donc voilà, libérer à la fois le béton et à la fois le métal sur les deux appuis de la travée centrale. Et après, en termes de travaux généraux, mais j'ai pas le temps d'en parler, remise en peinture. Donc attention au gabarit quand on vient remettre en peinture. Traitement des garde-corps, des candélabres, changement des réseaux de tension, télécom en galerie technique avec un élément en éternite. Et toute la réflexion de l'extrado qui est relativement classique. Quelques aménagements pour les PMR, donc réalisation d'ABC de trottoir. On a différencié ça en deux lots, en se disant le lot le plus spécialisé, un peu moins technique, extrado étanchéité, et un lot avec tout le reste. Et donc c'était assez délicat. Donc si j'ai encore un peu de temps, je vais aller sur le détail des travaux. Donc la première partie, c'est le déblai pour essayer de libérer et on va rembler avec un matériau allégé, donc un remblai en verre cellulaire. Et on en a profité pour aussi faire passer des réseaux. Donc opération assez délicate qui nécessite la fermeture totale. Deuxième partie, c'est réflexion de l'étanchéité des trottoirs. Sauf que quand on a fait ça, en fait, on a vu que le trottoir il se désagrégeait entièrement. Donc on a fait des tests de préparation. Le trottoir il fait 8 cm. Mais en fait, au fur et à mesure, quand on purge, en fait, il ne reste plus rien. Et donc, on a essayé de voir quelle était la méthode. Et en regardant un peu de plus près, on voit des comportements un peu étranges. Et donc, je me suis appuyé un peu sur le CEREMA parce que je n'ai pas forcément une expertise sur ce sujet-là. Et l'ingénieur du CEREMA m'a parlé de ses travaux. Apparemment, c'est des travaux qui existent aussi en France. La SANEF a eu certains ouvrages où il y a eu ce désordre, mais c'est une notion de pourrissement du béton avec une réaction en fait liée à une mauvaise étanchéité, pénétration, donc gel en fait, gel des granulats et création d'étringite, etc. Et en fait le béton est pourri, il se désagrège, il se délamine. Donc premier aléa. Du coup, il faut essayer d'identifier. On n'a pas pu tout faire tous les trottoirs, mais il a fallu choisir, donc étayer, démolir, évacuer, et un compromis entre coût, délai, budget, technique, sécurité.
Deuxième élément, c'est les ABC de trottoir pour rendre cet ouvrage compatible avec les personnes à mobilité réduite. L'ouvrage forcément est pas prévu pour ça, donc il faut faire des éléments additionnels. Je passe, c'est pas forcément le plus compliqué, mais on réutilise les nervures existantes, on casse toutes les autres nervures et on vient juste ancrer sur les nervures existantes qui, elles, sont moins dégradées que les parties courantes du trottoir. Pour libérer le contact, l'entreprise a proposé de scier entièrement le béton et de venir se sceller sur le ourdi résistant. Donc on scie entièrement le béton. On préfabrique des bouts de longrine d'ancrage de joint. Ici, là, on est au milieu de l'ouvrage, ça se fait en 2 phases. On vient mettre un ferrage additionnel et on vient couler en 2e phase. Et voilà à peu près à quoi ça correspond avant la pose de la longrine ici. On voit le ressalement et la libération du vide. Travaux de charpente. Donc le but, c'était ce que j'ai montré juste avant, de couper ici. Et donc le bureau d'études a proposé de renforcer ici par des plats les âmes. Sauf que ici, là, vous voyez la partie poncée sur laquelle il voulait souder son âme. Sur la partie de la traille centrale, l'âme elle fait 12 mm. On voit ici qu'on a des désordres autour de 8 mm, même là, il n'y a plus de matière. Et un peu plus bas, il y a également 8 mm. Donc en fait, ces mesures, elles ont été faites après le problème. C'est-à-dire, typiquement, le soudeur, il a commencé à souder et en fait, la matière, elle s'est désagrégée et il y a eu un gros trou dans la main. Donc il a arrêté tout de suite. Et donc cette solution était plus compatible. Et le bureau d'études a proposé de réaliser cet élément-là. Et en fait, cette diminution de matière s'est aussi retrouvée sur les tôles d'appui des appuis mobiles et fixes. Et donc, il y a eu tout un travail que je vais présenter rapidement après. D'où ça vient, selon moi? Pourquoi on a ces désordres-là, principalement sur les poutres de rive? Premier problème, selon moi, c'est la jonction du joint de chaussée avec le joint de trottoir. En 2006, ils ont mis le drain directement dans la poutre. Vous voyez ici la jonction. Donc il a mis le drain, hop, il a fait descendre droit vertical, c'est tombé dans la poutre. Deuxième problème, c'est les caniveaux techniques qui se situent là aussi directement sous une poutre avec des réseaux d'eau fuyants. Pile au droit du joint. Le joint qui a dû être comprimé. Et voilà, donc ces zones-là ont été très dégradées et on n'avait pas vu l'ampleur en fait des dégradations de ces tôles d'appui. Donc ce qui a été convenu, c'était qu'on vérinait les éléments qu'on pouvait vériner. Il y a un traitement différent entre les poutres de rive pour lesquelles on a besoin d'intervenir au droit des tôles d'appui et les poutres centrales pour lesquelles on peut utiliser normalement l'entretoise. Pour les poutres de rive, une 289, en fait, on a un système ici là, de chèvre, de transfert de charge. On vient se solidariser avec des boulons HR sur la partie en console et on vient pousser en dessous, au droit d'une entretoise, de la travail centrale. Donc ça, c'est la réaction d'appui classique qui passe à travers son appui. Avec ce système de vérinage, la réaction d'appui passe ici et est transmise en traction ici dans ces tiges qui sont connectées à l'âme. Côté console, elle fait 16 mm et avec une butée ici, pareil, positionnée au droit d'une entretoise. Premier aléa sur cette opération-là, en fait, il y a un décalage d'entretoise entre la partie supérieure et la partie inférieure. Donc le bureau d'études, d'une part sur la partie mobile, ça peut se comprendre, du fait des dilatations, l'ouvrage bouge, mais sur la partie fixe aussi, il y avait un décalage. Ce décalage pouvait atteindre 8 cm au maximum. Donc il a proposé ce renfort pour essayer d'éviter toutes ces notions on sait que les poutres en I fonctionnent mal en torsion. Voilà la préparation donc, pour les tiges qui permettent de soutenir le profil et le transfert de charge. Et voilà les vérins qui sont connectés entre eux et qui permettent de soulever la travée centrale. Ici, c'est le vérinage. Donc tout monte à peu près en même temps. À un moment donné, en fait, il y a une différence dans les réactions d'appui. La théorie,
on va dire, le calcul de structure en fait donne à peu près des charges identiques sur les poutres centrales, des charges un peu plus faibles sur les poutres de rive. Et en fait, la pratique, c'est pas du tout ça. On a quasiment 30 tonnes en plus sur la poutre numéro 2 et qu'on n'a pas vraiment su s'expliquer. C'est-à-dire au début, le bureau d'études expliquait que c'était lié aux travaux d'Extrado, mais en fait, c'était pas forcément lié à ça. C'était lié, une des hypothèses que j'avance, et je veux bien en discuter avec vous, c'est au moment du phasage, il suffit qu'on emprisonne, vu le réglage des consoles, le fait qu'on soude les entretoises entre elles, il suffit qu'on emprisonne 1 ou 2 mm ou 3 ou 4. On peut avoir une répartition qui n'est pas du tout uniforme sur les appuis. Voilà, quand on voit comment ça a été fait, et vu les dimensions, et vu la sensibilité en fait. Donc on a essayé de re-régler, mais en fait les poutres 1 et 2, comme je vous l'ai montré, les entretoises elles sont très souples. Donc la poutre 1 elle est quasiment indépendante, 1 et 9. La poutre 2 a un peu d'influence sur la poutre 3 et 1, mais vraiment très peu. Donc ils ont réussi à vériner, on a retiré les appuis et on voit de la corrosion sur le balancier, sur l'embase du balancier. Donc tout ça, j'ai demandé à l'entreprise de le re-régler. Et étant donné qu'on mettait une tôle sup et une tôle inf, en fait on diminuait la hauteur du balancier. Et donc l'entreprise a décidé de refabriquer un balancier avec des dimensions plus faibles. Donc c'est ce que je disais, on vient changer ici l'épaisseur parce qu'elle était trop dégradée, donc on avait peur que qu'on ne puisse plus ancrer la console courte. Voilà. Pourquoi est-ce qu'on avait ces dégradations? Toujours le même sujet, l'eau qui passe dans la poutre, par le caniveau, par le drain, et l'eau qui passe dans le joint. Donc en fait, c'est des choses qui paraissent anodines quand on refait un pont, mais il faut absolument que le maître d'ouvrage ait conscience de l'implication que ça peut avoir. Quelques dégradations encore, quelques difficultés de réalisation. Enfin, c'est quelque chose de très, très, très confiné, on va dire. Et voilà le nouveau balancier, les embases recréées, et voilà un peu le système avant dévérinage. Après, on a dévériné. On retrouve ici nos différences sur les poutres 2 et 8 et quelque chose de relativement uniforme, hein, c'est en kilonewtons, sur les poutres sous chaussée. Il y a quand même des variations, mais et alors là, je vais finir avec la réparation de l'appui mobile, parce que ça, c'est vraiment tout récent, on va dire. Le vérinage aura lieu demain. Et donc, quand on voit cet appui fixe, l'appui fixe fluide, cet appui fixe reprend une charge horizontale, et là, sur le schéma, on voit en fait une rotation. Et si on regarde de plus près, donc quand on rentre à l'intérieur, on voit que les ancrages là se sont soulevés. Donc a priori, la tôle est extrêmement dégradée et ne peut plus tenir. Enfin, l'effort horizontal, c'est aussi ça. Selon nous, l'effort horizontal était supérieur à l'effort prévu pour typiquement l'effort de freinage. Et ici, ce qu'on voit, donc je suis encore à l'intérieur du pont et je regarde vers le haut. Je regarde donc cette tôle-là. On voit ici, peut-être vous ne la voyez pas très bien, en fait une désolidarisation de la tôle support. Il n'y a plus de lien en fait. Et on le voit mieux ici. Là, je suis à l'intérieur de la poutre de la treille centrale et on voit que l'ensemble de la tôle d'appui en fait, est complètement désolidarisé du reste de la structure. Quand on a vu ça, on a du mal à comprendre comment ça a pu tenir et on est content qu'il n'y ait plus autant de circulation qu'à l'époque. Et donc, on ne peut pas appliquer les renforcements qu'on avait prévus initialement. Et donc, voilà, la solution qui est encore en cours de mise au point, c'est plutôt une solution où on viendrait retirer ce qu'on peut retirer et transférer l'effort tranchant et l'effort horizontal avec un module en béton armé. Vous voyez ici une tôle goujonnée qui permet de transférer à la fois les bielles, etc. Donc, en effet, le vérinage est prévu demain. Donc pour conclure, faire très attention au manque d'entretien. J'aime bien cette citation Gutta cavat lapidem, c'est la goutte creuse la roche. Il suffit d'un mauvais drain placé au mauvais endroit et vous avez des réparations à plusieurs dizaines de millions d'euros. Risque d'un aménagement que j'appelle joli. Le trottoir était scindé, c'était un trottoir en asphalte, l'étanchéité en asphalte était scindée pour avoir de
de l'asphalte noir classique, de l'orange, du noir d'orange, avec des joints partout et une étanchéité complètement absente. Du coup, un béton complètement pourri. Il était peut-être déjà pourri un peu avant, mais voilà, ça accélère cette chose-là. Et quelques remarques face à un défaut ou un désordre qu'on voit, typiquement la mise en butée de l'ouvrage, en regardant le dossier d'ouvrage, on voit que dans les années 80, les ingénieurs de l'État évoquent cette chose-là, quoi. Nous, on ne l'a pas inventé, on l'a vu dans les années 80-85, mais ils n'ont jamais traité le problème. En plus, en France, on a eu un souci de gestion, c'est passé au département, à l'agglo, à la métropole. Donc, du coup, on ne l'a pas traité. Initialement, nous, le marché, on a répondu. Ils avaient prévu 7 millions d'euros pour la remise en peinture et le traitement. Nous, quand on a fini notre pro, on était plutôt à 14 millions. Et en fait, les entreprises, elles ont répondu à 20 millions. Donc, c'est pour dire l'écart qu'il peut y avoir. Et quand on fait la réhabilitation, je considère qu'il faut qu'on réussisse un peu à aller hors des clous, parce que voilà, ce genre de choses, on essaie de se projeter sur les règlements, mais il faut surtout essayer de revenir aux fondamentaux en termes de transfert d'efforts. Est-ce qu'on est confiant sur le transfert d'efforts qu'on suppose, et est-ce qu'on est sûr que les ouvriers sur chantier peuvent mettre en œuvre ces renforts-là. Et donc l'objectif général, c'est vraiment la préservation du patrimoine, parce que après tout ça, là je parle de plusieurs 20 millions d'euros, un gestionnaire pourrait se dire, mais pourquoi on n'en construit pas un nouveau? Mais je pense que c'est extrêmement important de savoir traiter ce genre de sujet-là pour éviter qu'ils reviennent, en fait. Et sur ce, je vous remercie vraiment de votre attention et je suis prêt à discuter.